Rebonjour et re-bienvenue parmi nous. Nous sommes à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Mon nom est Armand Afkami de la société Kelvin Zero. Vous allez bien ici, Montréal, ça va? Ah, j'aime ça. Questions, réponses, interactions, foule, public. On est là en présentiel. Nous sommes au studio des 7 doigts de la main dans le studio 2. J'ai très hâte de continuer la conversation autour de résilience et de ville du futur. Alors, je vais de ce pas, parce qu'on a un panel très riche et je veux tout de suite rentrer dans la conversation. J'aimerais inviter la modératrice qui est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille, correspondante du journal Le Monde au Canada à Montréal. Depuis novembre 2019, on accueille Hélène Jouan. Bonjour. Merci Hélène, bonjour. Merci à tous. Je vais vous présenter notre belle brochette d'invités, totalement paritaire, 2 femmes, 2 hommes. Je vais vous demander de monter sur scène. Madame la consul générale des États-Unis à Montréal, Anna Escrogima, bonjour. Nathalie Voland, présidente de la société de gestion immobilière Covadis, bonjour. Je vous laisse vous installer où vous voulez, un homme, une femme, comme vous voulez. Okay. D'accord. Avec nous également François-William Croteau, monté sur scène bien sûr, ex-responsable de la ville intelligente à Montréal. Vous avez été aussi un élu de Montréal, un élu d'arrondissement, et vous êtes servi de votre vaste expérience comme chef de projet de la ville intelligente à Montréal pour monter une nouvelle société, une société de conseil, Innovitech. On va en parler avec vous. Et puis, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Il était sur scène il y a quelques minutes, Jacques Priol. Bonjour. Donc vous venez de France, vous êtes le seul Français. Vous êtes président et fondateur du cabinet Civiteo, un cabinet de conseil créé en 2016 pour analyser et conseiller les acteurs publics autour des projets de villes intelligentes. Vous êtes également président de l'Observatoire Data Publica. Alors, je vous ai dit de vous installer n'importe où, mais en fait, au départ, on m'avait dit que ma place était là. Donc, je suis désolée. Je vais commencer par vous demander, c'est pas bien du tout ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, on est dans le bon ordre. On va pouvoir commencer. On vient de suivre la conférence de Jacques Priol. Peut-être que tout le monde, évidemment, ne l'a pas entendu. On va revenir avec vous sur un certain nombre d'éléments. On va engager le dialogue aussi entre nous pour savoir ce que ça veut dire une ville intelligente aujourd'hui. J'imagine que vous êtes nombreux à savoir ce que cela signifie, mais comment faire en sorte que cette ville intelligente, cette ville du futur soit peut-être plus intelligente, mieux intelligente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Avant d'engager le dialogue, donc, je voudrais juste une petite précision, parce que moi, dans ce qu'on m'a demandé de faire, on m'a parlé de ville résiliente. Et, alors je suis déjà peut-être un peu vieille, mais jusque-là, j'avais entendu parler de ville intelligente. Une précision de vocabulaire, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui change entre les deux, Jacques Priol? Il y a une chose qui ne change pas, c'est les outils. Ça fait maintenant quelques années qu'on déploie de façon de plus en plus massive des outils numériques avec des capteurs qui collectent de la donnée, qui vont ensuite être stockés, traités pour avoir des modèles qui vont optimiser, améliorer la façon dont on va organiser les principales fonctions urbaines dans les grandes villes, mais aussi des choses parfois plus quotidiennes, plus immédiates dans des villes de taille maintenant moyenne. C'est aussi ça quelque chose de nouveau que nous observons. Et on parle de villes résilientes depuis 2-3 ans. Pandémie ? Pandémie, crise énergétique, la guerre. Et ce qui est en train de se passer, ça n'est pas qu'un changement de mots, ça n'est pas qu'un affichage. C'est que ces outils, on va les mettre au service de certaines priorités. Et à travers la question de la ville résiliente, ça va être toutes les actions qui vont être menées en faveur de la préservation de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique, de l'adaptation aux évolutions du changement climatique, de la prévenance d'un certain nombre de catastrophes. Et c'est véritablement une manière d'orienter toutes ces technologies et tous ces outils vers des nouvelles priorités politiques. Je vais donner la parole évidemment à chacune et à chacun d'entre vous. Un petit mot encore avec vous, Jacques Priol, puisque vous venez de villes et de continents différents. Est-ce qu'en France,
toutes les villes sont aujourd'hui intelligentes, de la petite municipalité à la grande ville, ou est-ce on ne doit parler que de quartiers intelligents? Est-ce que tout le monde s'y est mis en gros, ou est-ce que certains ou certaines ont encore beaucoup de retard? Alors tout le monde ne s'est pas mis dans un dispositif de généralisation de ces outils technologiques. Est-ce que ceux qui ne l'ont pas fait, pour le coup, ne sont pas dans des territoires intelligents? Dit autrement, est-ce que ça serait des territoires stupides? Bien évidemment, non. La question, c'est de savoir pour quel type de politique, avec quels moyens financiers, tout le monde n'en a pas non plus les moyens, avec quel type de stratégie on va avoir recours à ces outils dès lors qu'ils ont un impact positif sur les politiques publiques que les territoires mènent. Plus l'échelle est importante, plus l'impact en général est fort. Par exemple, pour faire des économies d'énergie, en volume, ça représente des choses tout à fait différentes si l'on est dans une grande métropole par rapport à une petite commune, même si la petite commune a aussi besoin de faire des économies d'énergie. Mais le type d'outils que l'on va déployer ne sont pas les mêmes. Très concrètement, pour répondre à votre question, aujourd'hui en France, on estime qu'il y a 200 collectivités qui se sont engagées dans des programmes d'investissement de ce type, dans du pilotage de certaines politiques publiques par la donnée, toutes les métropoles, quelques initiatives à l'échelle des régions, un certain nombre d'initiatives à l'échelle parfois départementale, et des communes de quelques dizaines de milliers, et aussi maintenant de quelques milliers d'habitants. Ou des quartiers, c'était une question complémentaire, avec parfois des initiatives, pas toujours dans les quartiers que l'on attend. Il y a eu beaucoup au départ de quartiers démonstrateurs, des quartiers de centre-ville, si je caricature un petit peu, des quartiers plus riches, des quartiers un peu bobos. Mais maintenant, on voit aussi des initiatives très intéressantes, y compris dans des quartiers prioritaires, des quartiers de la politique de la ville. On a des choses assez intéressantes qui se déploient. Les politiques de ville intelligente ont évolué évidemment depuis quelques années. François-William Croteau, je le disais, vous avez participé, vous étiez à la mairie de Montréal et vous gériez le projet de ville intelligente. Et vous me racontiez tout à l'heure, quand nous avons un petit peu préparé cet entretien, qu'il y a eu un virage pris il y a 4 ans, je crois. J'aimerais que vous nous racontiez de quel virage il s'agit pour qu'on comprenne bien ce qui a changé aussi en quelques années. Le virage, il était majeur en ce sens où, pour des questions souvent de rhétorique, il y avait un inconfort face au concept même de ville intelligente qui était souvent relié à un impératif technologique. Et je vous dirais que l'expérience de Google Sidewalk a beaucoup contribué à cet élément péjoratif de la terminologie du concept de ville intelligente. Et à ce moment, la plupart des administrations, et on le voit encore plus aujourd'hui, qui tranquillement, on voyait apparaître des partis politiques, des organisations beaucoup plus axées sur le mieux vivre ensemble, la qualité de vie, la lutte au réchauffement climatique, rejetait un peu du revers de la main cette idée de ville technologique pour plusieurs facteurs. Oui, face au capitalisme sauvage, mais aussi pour les questions également environnementales qui sont liées à la surconsommation des technologies, des données, des serveurs qui sont des consommateurs excessifs d'énergie, qui est un enjeu fondamental. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose et le défi que nous avons comme intervenants, c'est comment concilier ces deux éléments, et comme Jacques l'a exprimé, cette opportunité d'utiliser les technologies comme un outil de résilience pour les villes sans nécessairement amener les effets nocifs et négatifs d'une surconsommation technologique. Et c'est tout un défi, et aujourd'hui, on le voit lorsqu'on discute avec des élus de plusieurs villes, que ce soit en France, que ce soit au Québec, on utilise presque plus ou plus du tout le terme de ville intelligente parce que c'est mal reçu. On doit parler d'autres concepts qui demeurent fondamentalement les mêmes éléments, c'est-à-dire la ville a les mêmes rôles partout. Hein, c'est les services publics qui sont mis à la disposition des citoyens pour assurer leur qualité de vie. Ce sont les bases uniformes dans toutes les villes. Et à ce moment, on a, nous, comme administrateurs publics, comme je l'ai été pendant des années, un devoir, notre service public est le devoir d'assurer la qualité de vie des citoyens. Et aujourd'hui, le défi que nous avons, il est énorme.
la crise climatique met à mal notre capacité de livrer les services, met à mal notre capacité de maintenir la qualité de vie des citoyens, et on l'a vécu pendant 2 années pendant la crise de la COVID, et ce n'est pas terminé. Et moi, souvent, j'utilisais le mot que c'était une générale, la COVID, face à ce qui s'en vient dans l'avenir. Ce n'est que la pointe de l'iceberg face à tous les défis que les villes vont avoir à faire face au cours des prochaines années. Et moi, je suis plutôt optimiste, justement parce qu'il y a une prise de conscience des élus locaux. Il y a une prise de conscience du rôle crucial que les villes vont avoir à jouer pour l'avenir de la planète. Maintenant, il reste juste à ce que les gouvernements étatiques et les gouvernements supérieurs comprennent cette importance des villes. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on va y arriver. Et les villes seront au cœur de notre capacité d'adaptation, et sans aucun doute, les technologies devront nous aider à cet objectif collectif. C'est là que la ville résiliente prend tout son sens, et c'est là aussi que, je dirais, la rhétorique, la terminologie s'est transformée, s'est adaptée. C'est ça, le changement de vocabulaire n'est pas neutre. L'idée de Montréal en commun, c'est aussi de réduire la fracture, d'acceptabilité aussi des citoyens. D'abord qu'ils comprennent les grands enjeux, les grandes priorités, et puis que ce soit accepté par chacun d'entre nous qui habitons la ville. Tout à fait. Et ça doit faire du sens pour les citoyens. Et c'est un élément important dans l'acceptabilité sociale. Ces technologies qui arrivent chez nous, qui arrivent dans nos territoires, elles doivent faire du sens sur notre vivre dans la ville. Le quotidien d'un citoyen, c'est ce qui est autour de lui, sa proximité. Aller à l'école, aller faire les courses, etc. Et donc, quel est le rôle de cette technologie? Il faut donner un sens, et ça, c'est le rôle de l'acteur public, de venir justifier, donner du sens à l'usage de ces données, de le faire en toute transparence, mais surtout que cette construction soit avant tout une construction collective, donc mettre à profit l'intelligence collective pour construire des expérimentations, des innovations ensemble pour nous aider collectivement à y répondre. Et ne pas venir imposer. Et c'est là qu'on motive, je vous dirais, l'appréhension ou encore la suspicion de la collectivité quand on impose sans explication, sans transparence, et surtout quand on n'implique pas directement la population. Et quand je parle d'impliquer, je ne parle pas uniquement de consultations publiques qui servent à écouter les gens et pour ma part, qui souvent servent d'outils à ne pas prendre de décision, à seulement remettre la décision dans les mains d'autres, mais les leaders doivent prendre leurs responsabilités et donner plus de pouvoir aux citoyens de participer pleinement à cette transformation. Nathalie Voland, vous n'êtes pas une actrice publique, vous êtes une femme d'affaires en quelque sorte. Vous êtes présidente, je le rappelle, de Covadis. En quoi cette recherche de la ville du futur qui doit être résiliente, qui doit être intelligente, qui doit être acceptée par tous, vous concerne-t-elle finalement ? Pour moi, c'est très clair que 38% de l'EGES d'une ville, c'est apparent dans les bâtiments. J'ai eu l'opportunité d'être sur la comité consultation pour le plan climat pour la mairesse de Montréal. Puis c'était très clair que quand même, c'est bien de créer des objectifs pour 2030 et 2050, mais les bâtisseurs d'une ville, habituellement, c'est les promoteurs ou les propriétaires privés pour avoir cette échelle. Alors c'est super que les institutions, puis aussi la ville, vraiment ont des belles cibles pour leur édifice, mais comment est-ce qu'on est capable d'outiller les privés, de faire aussi regarder que c'est une opportunité pour eux que juste les contraintes avec plus de règlements. Parce que j'ai dit toujours que l'argent pour un promoteur est liquide, alors ils vont y aller à part dans les autres villes si les règles sont trop difficiles. Mais si on est capable de les outiller avec le financement, je vais dire avec les banques, exemple. C'est pas toujours avec les subventions, mais il faut bouger qu'une ville intelligente, c'est une ville résiliente. Alors pour moi, c'est important qu'on utilise les données de les villes et de la technologie et tout pour aider à démarrer des solutions qui sont plus intéressantes et moins coûteuses. Parce que parfois, il y a des promoteurs qui ont des consultants qui viennent et qui disent « Ah, tu as besoin de changer toute l'enveloppe de l'édifice. Ça coûte des millions au sujet des nouveaux toits, les fenêtres et tout. » Et on n'est pas capable d'avoir une compétition avec l'abordabilité et l'environnement.
ça vient une question de justice pour quand même les citoyennes qui utilisent les édifices. Alors, si c'est trop cher, les promoteurs vont juste augmenter les prix. Alors, on ne peut pas avoir la compétition entre un environnement sain et quelque chose qui est abordable. Alors, si on est capable d'utiliser les technologies pour outiller les promoteurs de dire, OK, alors au lieu, si on parle de rétrofit et de nouvelles constructions, c'est encore deux différents mondes, c'est très technique. Alors, c'est important qu'on utilise nos forces collectives pour avoir les explications, comment on est capable de faire le privé avec le public, avec les citoyennes. Il y a trop de silos, tout le monde travaille tout seul et tout le monde blâme les autres. Donc vous vous sentez aussi dépositaire en quelque sorte de l'intérêt général. Pourtant vous êtes une société privée qui, j'imagine, comme toutes les sociétés, c'est bien normal, cherche à faire du profit. Vous vous dites, ma société, elle doit s'engager dans cet effort collectif. Très concrètement, ça passe par quoi ? Alors, nous, on a une certification qui s'appelle B Corp. C'est une certification qui vient des États-Unis, qu'on utilise notre compagnie de profit de faire bon pour l'environnement et aussi pour la communauté. Alors, toutes nos décisions sont faites sur un triple mandat et c'est la capacité on a parlé de le capitalisme sauvage, mais il y a aussi une bonne version de le capitalisme qu'on est capable d'utiliser nos ressources, notre argent, mais aussi notre habitude, notre expertise de faire mieux pour la communauté. Parfois, on a oublié c'est qui on bâtit pour. Alors, c'est important que les citoyennes qui utilisent nos édifices ont quand même une façon de travailler avec nous. C'est quoi qu'ils veulent et c'est quoi qu'ils sont capables à payer et comment est-ce qu'on peut rentrer tout ensemble avec quand même les plans stratégiques de la Ville de Montréal. Anna Esrogima, vous êtes consul général des États-Unis et votre présence ici est particulièrement intéressante parce qu'il y a quelques années, peut-être, on l'aurait jugé incongru. Ça sert à quoi aujourd'hui une diplomate lorsqu'il s'agit de réfléchir à la ville du futur ? Comment concevez-vous votre rôle, vous ? C'est une question intéressante. Je dirais que moi, j'ai une carrière de 20 ans en diplomatie. Et c'est récemment que nous avons commencé à vraiment participer dans des forums comme ça avec des experts en matière et avec l'industrie, avec la communauté scientifique. Parce que traditionnellement, les diplomates, on travaille à la table de la négociation, pas devant, mais on voit la tendance vers l'alignement du gouvernement, d'industrie et de communauté scientifique par rapport à la sécurisation de notre avenir commun. Et ici, au Canada, c'est particulièrement intéressant parce que il y a plein déjà des relations infranationales, subnationales entre des villes au Canada et aux États-Unis. Il y a beaucoup des projets partagés, par exemple, entre Montréal et des villes aux États-Unis. Donc, nous sommes comme consulat vraiment impliqués dans ces conversations et c'est une très grande priorité pour mon équipe. Je dirais au niveau basique, nous sommes ici à Montréal, c'est notre ville hôte. On aime participer dans les événements et aussi dans des projets même de volontariat par rapport à soutenir l'environnement. Et aussi, il y a plein de discussions où nous sommes engagés par rapport à des négociations entre, par exemple, le Québec et la ville de New York et pour l'énergie propre, par exemple. Donc, c'est très intéressant, c'est une tendance importante et c'est quelque chose de relativement nouveau dans la diplomatie. On a parlé d'une feuille de route signée entre votre président Joe Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau après l'élection de Joe Biden. Dans cette feuille de route, il y avait l'importance évidemment de lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a un petit chapitre précis sur les villes ou est-ce que c'est vous qui vous dites vous, le consulat, en tant que diplomate, qui vous dites un des enjeux, c'est évidemment de travailler ensemble sur la ville, parce qu'on sait d'abord que d'ici 30 ans, 70% des habitants habiteront les villes, donc on commence à s'intéresser aux villes. Oui, absolument. Nous avons le feuille de route, que c'est un grand bilan des idées, 23 points. Et c'est à nous, les diplomates qui sont ici, pour vraiment concrétiser les projets, y inclus par rapport aux villes.
Jacques Priel, je voudrais qu'on revienne, vous l'avez évoqué dans votre conférence, mais je le disais, vous venez de pays, voire de continents différents, sur les modèles aujourd'hui qui existent en matière de villes résilientes. Vous avez déjà répondu à la question, il n'y a pas de modèle français. Il y a néanmoins l'émergence, il y a des modèles qui existent. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principaux ? Et puis nous dire sur quoi, qu'est-ce qui les caractérise chacun et comment on pourrait imaginer l'émergence, est-ce qu'on va appeler ça une troisième voie en politique en France, ça veut dire quelque chose, la troisième voie, ici on parle de troisième lien, alors on va tout confondre. Mais voilà, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait exister ? Alors de façon un petit peu caricaturale, et je m'en excuse, il y a deux modèles qui sont bien identifiés, bien connus. Il y a un modèle où la ville intelligente, elle est sans doute assez loin du modèle de résilience dont on parle cet après-midi, qui va être plutôt une ville de surveillance, c'est-à-dire où l'ensemble des moyens technologiques servent à réguler les déplacements, l'espace public, les consommations énergétiques, etc., mais aussi à contrôler l'action des individus. Et évidemment, en disant cela, on pense à un modèle qui existe notamment dans certaines grandes villes en Chine, où cela a été déployé de façon systématique dans le cadre d'un plan national avec des objectifs très précis qui allient à la fois, on va dire, je m'excuse de le dire ici en anglais, mais à la fois la smart city et la safe city, la sécurité, les deux sont liés par des technologies qui se joignent et donc les données circulent permettent de le faire. Il y a un deuxième modèle qui est d'inspiration, certains diraient américaine, je dirais peut-être plutôt californienne, en tout cas d'une certaine forme d'utilisation de ces technologies pour optimiser non pas les grands moyens de la gestion urbaine, mais la satisfaction des besoins de chaque citoyen dans la ville. D'une certaine manière, c'est que la puissance des algorithmes que l'on a développés, par exemple, pour satisfaire nos attentes, nos besoins, parfois pour anticiper nos besoins d'ailleurs de consommateurs. Jeff Bezos dirait même « je sais ce que les clients d'Amazon ont besoin alors qu'ils ne le savent pas encore ». C'est des choses ce sont des outils qui existent et qui, avec beaucoup de données, permettent d'optimiser la manière dont chacun vit dans l'espace public. C'est une forme que je qualifie moi de consumérisme algorithmique qui conduit à ce que chaque citoyen soit considéré comme un consommateur de l'espace public et pas seulement dans ses actes d'achat commerciaux, évidemment. Ce modèle, c'est celui qui n'a pas fonctionné, où la greffe n'a pas prise pour plein de raisons, le projet qui n'a pas vu le jour à Toronto avec Google. Entre les deux, il y a de la place pour beaucoup de choses. Mais entre les deux, il y a des notions, des idées qui sont importantes, qui peuvent peut-être trouver à s'agréger pour constituer ce troisième modèle que certains appellent de leur vœu. Les Français auraient bien voulu que ce soit un modèle français, les Européens imaginent un modèle européen, mais d'autres villes dans le monde y travaillent, ici à Montréal tout particulièrement. C'est un modèle dans lequel la protection de la vie privée, par conception, fait partie du dispositif. Donc ça veut dire qu'on consomme, qu'on utilise moins de données déjà, tout simplement. Et ça peut avoir du sens, y compris au regard de la résilience, parce que moins de données, c'est moins de volume de données, c'est moins d'énergie, c'est des choses plus vertueuses aussi au regard de la manière dont on utilise le numérique. C'est un modèle dans lequel les citoyens sont associés à différentes étapes, avant parfois pour définir des règles, pendant, après pour contrôler les usages qui sont faits de ces outils numériques. Donc un modèle protecteur de la vie privée, démocratique et certainement, je reviens sur la résilience, orienté prioritairement vers des schémas et des objectifs et des priorités liés notamment à la lutte contre le changement climatique ou l'adaptation face au changement climatique, la prévention des catastrophes. Alors c'est caricatural, j'en suis bien conscient, parce que l'un peut être combiné en partie avec l'autre, même s'il y a malgré tout des lignes rouges. Si je ramène les choses à la France, nous venons de faire réaliser avec l'Observatoire Data Publica un sondage auprès de l'opinion publique, auprès des Français, sur l'acceptabilité d'un certain nombre de choses. On voit que, par exemple, la commercialisation des données collectées dans l'espace public à des fins d'intérêt général, cette commercialisation est quelque chose que les Français rejettent en bloc. Et la même étude a été faite au niveau européen par rapport à un autre sujet encore plus sensible qui est celui des données de santé. Nous sommes tous tout à fait d'accord pour que nos données soient utilisées pour la recherche en santé, y compris parfois avec un niveau de définition très précis. On accepte parfois que les choses ne seraient même pas anonymisées parce qu'il s'agit de faire progresser la recherche en matière de santé, mais on ne souhaite pas que ces données-là soient commercialisées, par exemple. Ça, c'est une ligne rouge qui est importante. Celle de la reconnaissance faciale en est une autre. La surveillance dans l'espace public, c'est une autre ligne rouge. Donc, si on place ces deux bornes, on écarte peut-être deux modèles
ce que j'ai présenté, je le reconnais tout à fait volontiers comme étant caricaturaux, mais entre ces deux bornes, il y a de la place pour quelque chose de plus ouvert, de plus démocratique, de plus résilient. Est-ce que vous avez l'impression, je m'adresse aux Québécois, aux Canadiens, est-ce que vous avez l'impression qu'entre ce modèle de digital, moi aussi je vais les caricaturer, digital policier, digital consumériste, très très caricatural, j'en conviens, est-ce que Montréal, le Québec plus largement, peut-être le Canada, avance aussi et peut-être un modèle de digital plus collaboratif et donc plus résilient et donc plus intelligent? Je ne sais pas qui veut commencer. Nathalie Volant? Moi, je travaille avec plusieurs universités. J'étais impliquée avec le quartier d'innovation. Alors, on a maintenant l'habitude de travailler avec plusieurs universités à Montréal. Puis, on a fait une collaboration avec l'Université Concordia. Il y a une section qui s'appelle the Next Generation Cities Institute. Puis là, on travaille avec eux pour créer des jumeaux digitales, numériques, de les édifices et de faire aussi avoir une carte de tous les édifices de Montréal et regarder c'est quoi les superficies, les hauteurs, là, mais pour faire appliquer les solutions concrètes directement dans un logiciel que parfois on peut modéliser les scénarios pour regarder, exemple, si on fait un pointage de briques, ça va changer la consommation d'énergie par X si on fait whatever. Alors, c'est très intéressant que maintenant on utilise la technologie pour rapetisser les frais pour les promoteurs privés, parce que ça c'est mon chapeau. Si on est capable d'utiliser la recherche de Montréal, qui est quand même une ville extraordinaire au sujet de nos universités, d'utiliser la collaboration de les recherches directement dans des projets concrets. Je pense plus en plus, pour moi, c'est très intéressant d'utiliser les technologies pour faire aider et créer les outils pour améliorer la transition écologique dans les édifices. Digital collaboratif, François-William Croteau, vous pensez que vous pourriez faire émerger un modèle? Digital, mais pas nécessairement. Je m'explique. Lorsqu'on avait réfléchi justement sur la manière dont on voulait une ville intelligente à Montréal, on avait regardé justement cette autre voie en comparaison à Toronto qui avait pris une avenue vraiment, vraiment différente. Et notre réflexion était véritablement de se dire, plutôt que d'avoir une ville qui est axée sur la technologie, comment la technologie peut aider à l'objectif d'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Et la technologie, c'est plusieurs choses. Mais la technologie n'est pas la fin. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de générer des innovations qui vont améliorer notre façon de vivre en ville, d'accélérer la transition écologique. Et à la fin, les innovations ne sont pas nécessairement technologiques. Mais la donnée, elle, devient un outil important pour accélérer les innovations et les expérimentations. Et c'est là qu'on doit réfléchir à notre sobriété numérique. Parce qu'on en parle de la résilience, mais il faut être cohérent aussi. Lorsqu'on envisage cette résilience, on avait fait une évaluation à la Ville qu'au cours des 8 à 10 prochaines années, simplement pour maintenir les serveurs énergétiquement en vie, donc pour fournir l'énergie des serveurs au rythme où nous faisons la transformation numérique à l'heure actuelle et la nécessité de capacité de stocker les données, dans 8 à 10 ans, nous allons avoir besoin, uniquement pour les serveurs, de toute l'énergie développée pour tous nos besoins sur la planète entière à l'heure actuelle. Alors, si on parle de résilience et de crise énergétique, il faut déjà réfléchir à cette sobriété numérique. Il faut que la donnée soit un outil majeur et crucial d'innovation, mais il faut aussi réfléchir à l'impact de générer autant de données et de les conserver de façon, je dirais, non planifiée, sans souci de sobriété. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, ou il y a déjà quand même cette réflexion sur essayons il y a cette réflexion, mais pas nécessairement des entreprises privées, parce qu'aujourd'hui, en bourse, la valeur de la donnée, elle est très importante. Et les transactions boursières des Amazon de ce monde ont augmenté leur capitalisation parce qu'ils ont une capacité de stocker de la donnée et de la vendre de façon importante. Et
tout l'enjeu, il est là. Et donc, nous, comme société, on doit cesser, comme ville, comme municipalité, d'être des acteurs qui regardons l'évolution, d'être victimes de cette technologie, mais plutôt venir, et prendre le leadership, comme je disais tantôt, venir indiquer quels sont ces critères d'acceptabilité sociale et qui sont nécessaires pour la vie de nos citoyens. Donc, c'est pour ça que je dis technologique, oui, mais pas nécessairement. Madame le consul, je voudrais qu'on revienne justement, qu'on rebondisse sur ce sujet d'acceptabilité sociale, parce que c'est quand même la finalité, évidemment, de ces villes intelligentes. Le but, c'est pas de faire, vous l'avez dit, de la technologie pour de la technologie. Et je crois que vous avez aussi une expérience particulière. Vous êtes new-yorkaise. Oui. Et pour vous, c'est important de se dire que les projets, alors là, de villes intelligentes qui sont menées, qui ont été menées à New York, il faut d'abord et avant tout qu'elles soient acceptées, comprises par tout le monde et par toutes les communautés. C'est cela? Oui, absolument. C'est pour moi un enjeu personnel et professionnel aussi. Étant dans je suis originaire d'une communauté à New York, the Lower East Side of Manhattan, qui a eu, j'étais impactée personnellement par les effets des projets à long terme. Comme enfant, j'étais asthmatique pendant 10 ans et c'était à cause d'un projet qui était là sans fin dans mon quartier. Et vous avez évoqué avant la feuille de route et un des objectifs, c'est de rebâtir en mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Après la pandémie, rebâtir en mieux, ça veut dire éviter les erreurs du passé et essayer de voir quand nous sommes à la table, d'assurer qu'il y a de la diversité et de l'équité par rapport aux décisions qui sera à la table avec nous en prenant les décisions par rapport au projet et c'est important pour la durabilité et pour l'équité. Rebâtir en mieux, j'imagine que c'est tout votre défi, Nathalie Voland. Est-ce que vous bâtissez, rebâtissez? Est-ce que le problème, c'est aussi que la ville, elle existe déjà. Alors, elle continue de se construire, mais on fait de la ville sur la ville. Comment on prend tout ça en compte pour faire en sorte que ce soit mieux, que ce soit plus durable, mais qu'on ne détruise pas du patrimoine? Comment on gère tout ça? Moi, je peux juste parler pour ma compagnie propre à moi. Et nous, on fait des choses complètement différentes que les autres. Alors, pour nous, on a commencé avec une pyramide de décisions. Et là, c'est très important pour nous que est-ce qu'on est capable de réutiliser un édifice? Oui, le patrimoine est important, mais il y a des grands débats de quoi utiliser les édifices patrimoniaux pour. Est-ce qu'une église devrait rester une église? Mais on peut même regarder cet bel édifice. On a parlé un peu au début. On a besoin quand même qu'on a une adaptabilité des édifices pour les usages de les citoyennes ici, c'est-à-dire pas celle-là qui était là pour le début. Mais même les architectes travaillent toujours pour construire des nouveaux édifices sur un usage. J'ai besoin de construire un hôtel, j'ai besoin de construire une école, whatever. Mais la situation, c'est qu'on a besoin aussi de regarder dans le processus de design qu'on est capable de réutiliser l'édifice pour des différents usages. Mais pour moi aussi, pour nos décisions, je prends habituellement les différents plans stratégiques de la ville, incluant celle-là de la transition écologique, mais je suis sur la comité pour la protection de patrimoine et pour développement économique. Et quand vous le regardez ça comme un triangle, il faut aussi regarder que les OBNL ne sont pas capables de faire tout, la ville n'est pas capable de faire tout, et on a besoin de regarder les contraintes de les privés, parce qu'eux, ils ont des investisseurs et ils ont des banques. Alors, pour nous, on commence de regarder, est-ce qu'on est capable d'utiliser les parties prenantes autour de nous, que nous, on a besoin de travailler avec, comme les banques, exemple, et le faire changer un peu la mentalité, comment il fait underwriting de nos projets. Parce que si on parle de le best and highest use pour un édifice, habituellement, c'est condo haut de gamme. Mais si on veut faire location abordable, carbone neutre, les banques n'ont pas les mêmes données pour regarder un projet. Et si on n'est pas capable de faire financer le projet et on n'a pas des investisseurs qui croient dans le projet, on n'est pas capable de faire les projets anyway. Alors, pour nous, on a besoin de regarder dans ma compagnie, c'est quoi qu'on fait mieux pour la communauté, c'est quoi qu'on est capable de rentabiliser.
Et parfois, si vous les regardez au même temps, c'est les mêmes. Si je construis quelque chose pour la ville que les end-users sont capables d'utiliser, mes édifices remplissent plus vite. J'ai pas des édifices qui sont vacants, que ça me coûte aussi l'argent. Est-ce qu'on est capable de faire un projet après l'autre? Et il faut regarder toujours que parfois de réutiliser un ancien édifice, c'est moins cher que de construire de nouveau. Et si on parle de le concept de la pandémie, 30% de plus de frais de construction sont faits maintenant. Alors, il y a beaucoup de projets qui sont même arrêtés. Je parle de privé, hein. Mais on a besoin, d'après moi, un rêve, c'est d'avoir quand même des différentes compagnies de matériel de construction qui sont faits à Québec. Parce que pourquoi moi j'achète du bois qui était né au Québec, qui est importé en Chine, pour là le couper, l'injecter avec formaldehyde, puis le reconvertir à Montréal? On n'est pas capable d'avoir une cire ici, on n'est pas capable de couper nos bois et de créer des emplois. Alors, si on regarde le triangle de développement durable, croissance économique, et aussi faire bien de la communauté, c'est là qu'on a besoin de commencer de regarder nos projets. Si on a ça comme valeur, on ne peut pas faire des projets qui ne restent pas dans ce triangle-là. Alors, je pense que c'est important que les compagnies regardent c'est quoi leur raison d'être. Oui, on a besoin de faire l'argent parce qu'il n'y a personne qui nous donne l'argent. Alors, j'ai beaucoup des employés qui dépendent de ça. Mais on est capable de faire l'argent responsable qui est en lien avec les besoins de la communauté et aussi les plans stratégiques d'une ville. Quelles sont les grandes questions aujourd'hui qu'on doit se poser quand on est dans une municipalité, une collectivité publique, pour réussir la ville de demain? C'est une question de souveraineté, c'est une question de gouvernance, c'est une question... Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête quand on est un décideur local? Jacques Priol. Alors, d'abord, il faut savoir... Oui, c'est ça. Il ne faut pas que je prenne... tous les sujets un par un, parce que c'est une pelote de laine en vérité. Et si on essaye de regarder quelles sont les premières étapes, d'abord c'est de se poser la question de à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on veut développer ces outils ? Et très vite arrive une deuxième question qui est de se dire, mais alors est-ce que ça marche ? Et ça, la mesure de l'impact, la capacité que l'on a à savoir s'il n'y a pas un risque de faire de la technologie pour de la technologie, ça a été dit, ou même parfois d'investir dans des technologies qui peut-être n'ont pas bien fonctionné ailleurs, mais on ne le sait pas, j'y reviendrai peut-être en un mot tout à l'heure. Le partage d'expérience me paraît être quelque chose de tout à fait essentiel, d'aller s'inspirer de ce que font les autres, d'aller regarder ce qui a marché ailleurs, mais surtout d'aller regarder ce qui n'a pas marché. Ça, c'est quelque chose de très très important. Mais donc, choisir quelques priorités et y injecter des outils qui vont avoir le maximum d'impact par rapport à ces objectifs. Aujourd'hui, il y a un engouement évident lié à l'augmentation du prix de l'énergie pour les outils qui vont permettre de réduire les consommations énergétiques, de piloter de façon différente l'éclairage public. Ça va devenir le sujet sans doute de l'année 2023. Eh bien, tant mieux, hein, profitons. Beaucoup en Europe. Je pense que c'est déjà peut-être un peu mieux fait, un peu plus fait ici au Canada. Si on parle par exemple d'éclairage public, non ? Vous allez me dire que c'est pas mieux fait ici ? C'est pas nécessairement mieux ou moins bien fait. Ah. Parce que, non, oui, et voilà, c'est c'est de retour. En fait, les enjeux sont complètement différents. Si on prend simplement le Québec, les ressources sont beaucoup plus abondantes. L'hydroélectricité, on pourrait avoir un débat sur les tarifs, mais si on compare, par exemple, à la France, on n'est pas du tout dans les... donc, les enjeux sont différents, mais si je reprends la question de Jacques sur la nécessité d'apprendre, de développer des communautés de pratique. C'est un des éléments qui souvent est négligé par les élus pour toutes sortes de bonnes raisons, parce qu'on est pris dans le feu roulant des enjeux, des demandes de gauche à droite, des prises de décision. Mais on prend rarement le temps de poser la question de la diplomatie urbaine. Et c'est un enjeu qui, pour ma part, est crucial. Au cours des prochaines années, il existe déjà des communautés de pratique, qu'on pense à Métropolis, à CGLU, à C40, qui sont des endroits où les villes se rassemblent, échangent sur les bonnes pratiques, mais surtout tentent d'influencer les pouvoirs supérieurs à prendre conscience des enjeux métropolitains.
les villes ont maintenant ce rôle à jouer qu'elles n'avaient pas avant. Et quand on parle justement du rôle des élus, c'est quoi les questions qu'ils ont à se poser? Il y en a énormément. Cette question de la diplomatie urbaine, d'échange de bonnes pratiques, elle est cruciale. J'ai eu, moi, la chance comme élu d'aller dans plusieurs villes pour justement créer ces communautés, d'échanger. On a appris des choses extraordinaires à New York qui ont fait des avancées. On a tissé des liens permanents avec la ville de New York, avec la ville de Boston, avec la ville de Nantes, de Lyon, Barcelone, Buenos Aires et plusieurs villes où aujourd'hui encore, ces communautés, ces délégations se parlent et échangent sur les bonnes pratiques. Et c'est ça l'avenir aussi des villes sur l'autre modèle, comment améliorer. Si nous n'avons pas connaissance, comme élus, de ce qui se fait ailleurs, on risque de faire les mêmes erreurs que d'autres ont fait. Et donc, il faut intégrer cette pratique de façon courante et vraiment changer cette culture dans les politiques publiques au sein des communautés municipales, comme la diplomatie n'est pas uniquement le rôle des États, mais aussi maintenant le rôle des villes. Madame la consul, c'est le rôle des États, vous êtes là pour ça, mais est-ce que vous avez déjà appris de cette expérience à Montréal? Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de ces bonnes pratiques que vous auriez envie de faire partager aux États-Unis? Oui, je dirais que mon aspect préféré de ce poste, c'est de voir une ville comme Montréal avec ses approches de la diplomatie et les relations internationales. C'est très actif. C'est nous to play catch-up pour vraiment comprendre comment les villes comme Montréal sont en train de vraiment gérer des relations avec des villes, dans mon cas, aux États-Unis. Mais c'est extraordinaire que, par exemple, et Hydro-Québec is going to supply 25% d'électricité de New York. C'est des relations étroites. Nous partageons un même hémisphère et un avenir partagé par rapport au climat. Donc, ça va être pour ma génération de diplomates un enjeu clé. Je vais laisser évidemment la parole à la salle si vous avez des questions à poser à nos intervenantes et à nos intervenants. Je voudrais juste, puisqu'on les a sous la main, si je puis dire, et qu'on parlait de l'importance de l'échange de bonnes pratiques aussi, que Jacques Priol et François-William Croteau nous parlent. Vous avez annoncé un projet commun. Quelque part, vous allez essayer de faire que vos expériences différentes, eh bien, vous les mettez en commun pour faire quelque chose. Est-ce que vous voulez bien nous en dire deux mots? Et puis après, évidemment, je laisse la parole à la salle. Jacques Priol. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, ici à Montréal Connect, on a annoncé une coopération qui se met en place et justement à travers cette notion de partage d'expérience qui est très importante, ce que l'on peut dire, j'en profite, merci de nous donner l'occasion de le faire, dire y compris aux villes françaises que l'expérience acquise par François-William Croteau en tant qu'élu chargé de la ville intelligente à Montréal, eh bien, on va pouvoir la mettre à disposition des villes françaises dans le cadre d'une coopération entre nos entreprises. On ne va pas en raconter le détail, mais en tout cas, nous avons annoncé cela ce matin, voilà, et c'est très intéressant que des pratiques justement de différents pays puissent être aussi à travers des organisations professionnelles être mises à disposition des uns et des autres dans les différents pays. Donc prêt à faire partager votre expérience aux Français et puis aller chercher peut-être en France des choses que vous pourriez aussi tout à fait. Venir raconter ici. Et il y a réciprocité. Jacques, depuis des années déjà, travaille au Québec. On a commencé à discuter ensemble déjà il y a 1 an quand je préparais mon après-carrière politique et j'avais envie de continuer ce travail auprès des villes, auprès des municipalités, à continuer à faire œuvre utile pour le service public, mais maintenant, n'étant plus élu. Et ayant eu la chance pendant 4 ans de travailler avec les municipalités françaises, j'avais envie aussi de continuer de travailler avec les villes françaises et on a réussi à travailler ensemble. C'est pas évident pour un Canadien ou un Québécois d'obtenir des contrats directement avec la France parce que c'est compliqué, les ententes. Pourquoi vous dites que la France c'est compliqué? Mais non, c'est les règles, c'est les règles contractuelles, mais cette collaboration va nous permettre mutuellement et réciproquement d'apporter l'expertise commune en France et au Québec. Et pour nous, c'est vraiment c'est une belle journée. Eh bien, vous nous raconterez, j'espère tout ça, votre expérience commune peut-être l'année prochaine
MTL Connect sûrement. Est-ce que quelqu'un a une question, 2 questions à poser à nos intervenantes ou à nos intervenants? Ne précipitez pas. Non, bon. Un petit mot de conclusion peut-être, vous l'avez évoqué, mais moi ça m'a marqué, vous l'avez évoqué Jacques Priol tout à l'heure, c'est terrible à dire, mais la pandémie, la guerre en Ukraine, peut-être que ça va accélérer, que ça a accéléré une prise de conscience, une prise de décision vers des villes plus intelligentes. Pas une prise de conscience pour les spécialistes, les experts J'imagine. qui étaient déjà sur ce chemin-là, qui alertaient sur un certain nombre de choses, mais une prise de conscience généralisée, publique, médiatique et politique au sens large du terme. Donc oui, nous assistons actuellement à une accélération et peut-être à des clarifications aussi. Certains projets vont sans doute être mis de côté, abandonnés, parce qu'ils seront, non pas qu'ils étaient inutiles, mais moins utiles que d'autres. Et il est probable que l'on va voir les villes investir largement dans ce type de dispositif orienté sur les questions de l'énergie, de la lutte contre le réchauffement climatique avec les problèmes de sécheresse et de chaleur que nous avons connus dans tous les pays du monde. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est assez marquant des mois que nous sommes en train de vivre. Merci. Merci. On se dit une troisième voie, mais pas nécessairement un troisième lien. Merci à tous. Merci. Merci. Donc, Alors, ne quittez pas. Je vous vois quitter. Nous allons continuer dans quelques instants. Nous avons une autre conférence qui va suivre dans même pas 2-3 minutes. Peut-être dégourdir les jambes, mais n'allez pas trop loin. Je ne veux pas que la salle se vide parce que vous allez manquer une autre très belle conférence dans les moments MTL Inspire. Alors, restez proches. Et encore une fois, merci à Madame Jouan d'avoir modéré cette belle conversation, encore une fois, sur les villes intelligentes. Et un grand merci à Monsieur Priol, Madame la Consul, Madame Escogima, Madame Volant et Monsieur Croteau. Alors, merci pour cette séance et merci pour ce panel. Restez très, très proches. Nous allons reprendre dans 2-3 minutes. Alors, à tout de suite. Merci.